Thank you, Yuri. Not unlike my friend Lucien Cerise, I will speak in French. I will focus essentially on everything that's been talked about thus far by all of you esteemed colleagues, but from the point of view of the legal architecture and how the systematic dismantling of legal architecture made it possible today to contemplate the emerging multipolarity. So I have an English version for those of you who want. Excellent. Thank you very much. I will send you all the videos. So, everything begins obviously around September 11th. Et en français. Ah oui, pardon, excusez-moi. Sorry. Tout commence. Tout commence effectivement, ou en tout cas, tout semble se radicaliser effectivement à partir de cet événement séminal le 11 septembre 2001. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que 18 ans après cette date, le Léviathan mondialiste, plus que jamais déterminé à accélérer le processus visant à démanteler l'ordre international hérité de la Seconde Guerre mondiale à travers donc, les institutions onusiennes, mais aussi, comme le rappelait notre collègue ce matin, les institutions de Bretton Woods. Réalisant que l'opération d'hypnose déployée auprès des populations sidérées au travers de ces médias de masse semble maintenant échouer de par ses contradictions internes, les tenants du mondialisme à marche forcée ont lancé un assaut sans précédent sur les règles du droit international, qui, malgré ses déficiences, garantissait tout de même une certaine stabilité. Stabilité qui s'en est retrouvée particulièrement amoindrie dès lors que la fenêtre d'opportunité a commencé à se refermer sur le moment unipolaire, à peine une décennie après la chute du mur de Berlin. En bref, ce qui, selon Fukuyama, devait être la fin de l'histoire et le triomphe du libéralisme, a laissé place à une spoliation systématique visant à paupériser des millions d'individus qui constituaient jusqu'alors ce que nous avions coutume d'appeler les classes moyennes. Cette entreprise de destruction systématique n'a cependant pu être rendue possible qu'au travers d'un démantèlement systématique de l'architecture juridique et donc politique qui constituait la pierre de voûte de la souveraineté des nations. La question est comment en sommes-nous arrivés là? Un début de réponse à cette question nous rappelle cet épisode, encore une fois assez symbolique, où, alors qu'un journaliste tendait à lui demander ce qu'il considérait comme la pire catastrophe du XXe siècle, l'actuel président de la Fédération de Russie avait répondu sans hésiter l'effondrement de l'Union soviétique. Le président Poutine avait compris que seule l'existence d'un rapport de force équilibré entre les grandes puissances rendait possible un respect relatif des règles de droit international. Dans ce contexte de tension servant de garde-fou, il devient alors possible de donner tout son sens aux principes élémentaires du droit international public, lesquels sont encapsulés par les deux piliers que représentent les doctrines dites de Pacta sunt servanda et Opinio Juris. La doctrine de Pacta sunt servanda met l'accent sur le respect de la parole donnée, afin que l'accord, qu'il soit bilatéral ou multilatéral, soit respecté en chacune de ses provisions, mais aussi dans son esprit par toutes les parties contractantes. À titre d'exemple, la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires entre États-nations est un parfait exemple. Il ne viendrait pas à l'idée d'un État parti à la Convention de violer, par exemple, les dispositions portant sur l'immunité diplomatique accordée au personnel consulaire, nonobstant le caractère sérieux d'un délit portant sur des faits sérieux commis par la dite personne. Une telle démarche exposerait le dit État à ce que ses propres employés soient eux-mêmes assujettis à la violation de leur immunité à l'étranger. Ce principe de réciprocité, central dans le respect des obligations découlant de tout accord entre les parties contractantes, agit de facto comme le régulateur de l'effectivité des accords internationaux. Parce que ces règles implicites de réciprocité sont passées dans le domaine des usages, il n'est pas nécessaire de les inscrire au titre du droit positif. Le deuxième pilier, ou la deuxième doctrine fondamentale à un ordre international légal, est constituée par la doctrine dite d'Opinio Juris. Le droit international coutumier étant constitué de deux éléments. Premièrement, la pratique internationale régulière et générale des États,
et 2. L'acceptation subjective de la coutume comme source de droit par la communauté internationale. Ainsi, pour qu'un traité multilatéral puisse avoir force de droit, il convient que toutes les parties contractantes, mais aussi celles n'ayant pas nécessairement adhéré au traité, s'accordent sur une interprétation qui doit prévaloir dans le traitement de la thématique du texte eu égard au droit coutumier existant. Cette doctrine revêt un caractère d'autant plus important qu'il existe des cas où le droit international positif des traités, mais aussi la jurisprudence, ne prévoit rien et dans lesquels il n'existe pas de décision sur le sujet. Cet état de vide juridique, dit non-liquid, a souvent servi de matrice à des pratiques étatiques qui, dans leurs applications, se sont inscrits en porte-à-faux avec des principes connexes, pourtant eux-mêmes parfaitement balisés par le consensus au cœur du principe d'opinio juris. C'est le cas, par exemple, de la doctrine dite du combattant ennemi. Suite aux attaques du 11 septembre, les États-Unis ont initié leur soi-disant guerre contre le terrorisme. Agissant en tant que l'hégémon sans rival, le gouvernement des États-Unis d'Amérique a décrété que les conventions de Genève n'avaient pas vocation à s'appliquer à des individus qui, selon eux, agissaient en dehors de tout cadre étatique, ne portaient aucun uniforme distinctif et ne respectaient pas eux-mêmes les règles de la guerre conventionnelle. Cette doctrine a été le déclenchement d'une série de violations de droits humanitaires et de la personne en général, notamment eu égard au droit accordé à quiconque de pouvoir bénéficier d'un procès en bonne et due forme, mais aussi de pouvoir préparer une défense en ayant accès aux éléments de preuve à charge. Certaines confessions ont par ailleurs été obtenues sous la torture, ainsi que révélées par l'actuelle directrice du renseignement US, laquelle a participé aux sessions interrogatoires. Dans le prolongement de ces violations du droit dit jus cogens, celui au travers desquels il n'est absolument pas question de déroger par quelque nation que ce soit, Washington a mis en place des protocoles d'enlèvement de suspects dans le cadre des renditions extraordinaires. Des opérations menées par des services de renseignement ont souvent fait l'objet de critiques acerbes de par le fait qu'elles étaient mises en œuvre en violation totale de la souveraineté des États, dont certains étaient même considérés comme alliés. Cette fuite en avant dans le non-respect du droit international, une fois initiée, est souvent très difficile à stopper. Les dégâts sont en toute hypothèse irréversibles quant au rétablissement du statu quo ante. Pire, parce que ces violations sont commises par un État puissant, membre permanent du Conseil de sécurité et membre fondateur des Nations Unies, c'est toute l'architecture du droit international dans son incarnation onusienne qui s'en retrouve discréditée. Les conséquences de cette période de délinquance assumée a engendré beaucoup de violations par des États qui, quant à eux, ne se sont jamais vraiment considérés comme étant investis d'une destinée manifeste, mais qui ont su utiliser à leurs avantages ce précédent pour justifier à leur tour la commission de violations à l'encontre de leurs propres citoyens. C'est dans ce contexte aussi qu'il faut analyser le retrait unilatéral des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien, malgré son adoption par une résolution adoptée par le Conseil de sécurité. C'est encore une fois dans ce contexte qu'il convient de comprendre comment l'opération d'intoxication à grande échelle, concernant aussi bien l'Irak que la Libye et encore plus récemment la Syrie, ont pu être exécutées sans que les agences onusiennes ne puissent faire leur travail de vérification. C'est enfin dans ce contexte qu'il nous faut comprendre comment le régime de non-prolifération nucléaire a pu se retrouver complètement démantelé en à peine 2 décennies, à commencer par le retrait unilatéral de l'administration Bush du traité ABM de 1972 en décembre 2001, et puis plus récemment celui de l'administration Trump du traité sur les forces nucléaires intermédiaires. Le retrait unilatéral de ce dernier par Washington rétablit l'usage de facto d'armes stratégiques sur le continent européen. Il est à souligner que la concentration des médias entre les mains de quelques entités souvent toutes liées aux usines d'armement a grandement facilité cette marche forcée vers le désordre actuel. L'opinion publique n'est plus informée et les grandes manifestations de 1983 contre l'installation des missiles Pershing en Allemagne de l'Ouest sembleraient aujourd'hui comme relevant du fantasme. En fait, la conclusion, c'est que plus de 20 ans après les attaques du World Trade Center, le contexte de sécurité internationale n'a jamais été aussi fragilisé. Il est temps de refonder l'architecture juridique et de remettre au centre du jeu la règle de droit et le respect bien compris de la souveraineté des nations. Je vous remercie.